Salut tout le monde, nouvel épisode de cette série Double Team. On prend le temps de parler de joueurs, de leur carrière à deux. Et encore une fois, je suis accompagné du meilleur de First Team, il paraît. C'est ce qui est noté sur ma fiche. Erwan, comment ça va? En tout cas, je vois que tu as des bonnes infos pour commencer cette... et tu as des bonnes sources. C'est ton écriture surtout. Comment ça va? Ça va très bien, surtout pour parler d'un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et un joueur qui a une carrière assez particulière. Ah bah c'est sûr que pour l'épisode 1, on était sur Kevin Durant. Là, on s'est dit dans le controversé, on veut aller encore plus loin et on va prendre Ron Artest, Metta World Peace, peu importe comment vous l'appelez. Panda's Friend. Ouais, Panda's Friend. En tout cas, il a eu plein de noms aujourd'hui, même c'est Metta Sandy Ford Artest parce qu'il s'est marié, mais ça fait partie du personnage aussi, tous ces noms quoi. Ça fait partie du personnage mystérieux autour de cette personne qui est Ron Artest, ce changement de nom total chaque fois tout au long de sa carrière. Ça montre aussi peut-être que c'est quelqu'un qui s'est souvent beaucoup cherché dans sa vie et dans sa carrière. On avait posé la question pour Kevin Durant, je la repose pour Ron Artest. La première image qui te vient de lui, là, si je te pose la question comme ça. Ouais, très mauvais à prendre à la bagarre. Très mauvais à prendre à la bagarre. Pas cadeau, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Enfin, lui particulièrement, il y avait la légende autour de Zach Randolph qu'il fallait éviter. Le truc avec Metta World Peace, c'est qu'on l'a vu dans l'une des plus grandes, voire la plus grande bagarre de l'histoire de la Ligue. Et on l'a vu mettre des coups d'une violence assez rare. Donc, le première image, malheureusement, alors que c'est un super basketteur, on va y revenir, c'est que c'est un mec avec qui on n'a pas envie de se la mettre quoi. Clairement, et certains s'y sont frottés et bon courage. Et bien voilà, on va aller se refaire toute la carrière de Ron Artest, de sa naissance dans les quartiers de New York jusqu'à sa retraite en 2017. On peut lancer le Double Team sur Ron Artest. Ron Artest, il est donc né le 13 novembre 1979 à New York, dans le Queens, plus particulièrement dans l'un des quartiers les plus chauds de New York, c'est Queensbridge. On a vu notamment Nas qui est sorti de là-bas, Mobb Deep, c'est le quartier le plus chaud de New York. T'en avais déjà entendu parler toi? Non, rapidement, quand j'ai préparé cette émission, c'est vrai que quand on parle des quartiers chauds de New York, on pense au Harlem des années 80, au Bronx, mais c'est vrai que le Queens, de toute façon, on sait que New York, dans les années 70-80, c'était, hormis Manhattan, c'était quand même, c'était bien ghetto. C'était le ghetto, et il va grandir là-dedans. D'ailleurs, il y a une anecdote sur lui, c'est qu'il joue au basket très tôt, et il joue dans la rue, que dans la rue. Et à 13 ans, il va assister à un match de basket où il y a un de ses coéquipiers, en tout cas un mec qui joue sur place, qui va se faire tuer par un autre qui aurait mal pris une défaite. Il allait chercher une chaise et il a explosé contre le mec. Donc déjà à 13 ans, sur un terrain de basket, il côtoie la mort. Alors le détail, c'est d'une violence inouïe, hein, ouais. Cette scène qu'il a racontée bien plus tard, après avoir été drafté. Je crois qu'il casse le pied d'une table et qu'il l'enfonce dans le cœur du mec. Ah, très Parce sympa. que ça jouait très dur, il y avait une vraie rivalité, et donc il voit en tout cas quelqu'un se faire mourir de mort violente comme ça sur un terrain. Et quand on a 13 ans qu'on voit ça, on peut imaginer que ta vie prend déjà un virage où la violence a fait partie de ton quotidien. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend l'adulte quand on revoit l'enfance du mec, quand on voit d'où il vient et où il a grandi, et toi tu l'as rencontré en vrai, on l'a vu avoir un physique assez hors norme. Il s'est construit un physique parce qu'il fallait se construire un physique au vu de là où il jouait au basket quand il était jeune. Bah, je pense que c'est plus que son physique, après il est né comme ça, c'est quand même un bœuf, hein, t'as raison, on a eu la chance de le rencontrer quand on a fait le reportage sur qui est le plus grand Lakers de tous les temps, et la première chose qui nous avait marqué avec Thomas, c'est la largeur du mec. Ouais. Il fait un petit 2m01, tu vois, il fait la taille de Steph, il le fait 2 fois de large, mais pas parce qu'il est gros, parce que c'est une commode Louis XV. Alors évidemment, à ça, il a rajouté de la muscu, mais je pense que naturellement, c'est déjà un bœuf. Par contre, son style de jeu, pour le coup, cette dureté qu'il aura dans tous les contacts, cette manière de faire mal à l'adversaire tout le temps dès que tu le touches, ça, clairement, ça vient, je pense, que quand tu joues à 13 ans dans des matchs où apparemment il y a des morts, effectivement tu joues je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour être soft. Et son daron aidait aussi à cette culture parce qu'il disait si tu reviens du basket sans bleu, c'est que t'as pas joué. Ouais, le basket a bien changé depuis. Le basket a bien changé. Dans sa jeunesse, c'est un mec qui est plutôt brillant à l'école, mais notamment à sa fac de Saint John. C'est un mec qui réussit les études. Ouais, il est graduate en mathématiques. Mais ça en dit beaucoup sur le mec. Bah oui, non, mais je pense qu'il y a un côté, un côté incompris chez ce garçon-là. Je pense qu'il y a un côté, je suis pas médecin, mais quand on le voit faire, quand on avait fait l'interview, sa manière de parler, c'est un mec qui est dans son monde.
Ouais. C'est un mec qui est dans ce monde et qui en fait ne rentre pas dans les codes qu'on peut avoir du basketteur. Il y a une émission qu'on a fait de la première double team sur Kevin Durant qui est le cliché du basketteur. Les femmes, l'argent, il aime le basket, il veut jouer tout le temps, fumeur de weed. Lui, il correspond pas à ça. Non. C'est un mec un peu unique en son genre, Ron Artest. Ce qui est intéressant, c'est que tu lisais, en fait, il est hyper ambivalent. C'est-à-dire qu'il peut être un mec violent, mais il peut apprendre le piano tout seul chez lui. Il peut être brillant en cours et péter des câbles. Et d'ailleurs, il a des troubles du comportement qui sont repérés très rapidement chez lui. Il peut arriver en costume 3 pièces au lycée. Enfin, tu vois, il y a plein d'anecdotes sur lui. Sur le pétage de plomb, toi qui es un péteur de plomb, est-ce que tu te reconnais... l'émission ou quoi? Non, mais est-ce que tu te reconnais un peu en ce mec? Non, parce que non. Je te parle que sur le pétage de plomb sur un terrain de basket déjà dans un premier temps. Je me reconnais pas là-dedans parce que je pense que c'est chacun son histoire et que tout est individuel. Et puis bon, je peux pas me comparer à un mec qui est un joueur NBA de très haut niveau qui a été All-Star et dit non, le comprendre un peu plus. Je sais pas, je crois pas. J'ai toujours eu un peu plus d'empathie pour ces gens-là, tu vois, parce que quand c'est des gens ça se voyait que c'était un incompris, que c'est un mec qui essayait de faire passer des messages où les gens disaient mais qu'est-ce que tu racontes en fait, t'es violent, t'es un fou, donc j'ai eu de l'empathie pour Ron Artest. Maintenant, d'essayer de comprendre personnellement, je le connais pas assez pour ça. Mais en tout cas, c'est un joueur pour qui j'ai eu de l'empathie, oui. Oui, et puis il y a des psys qui ont eu du mal à le comprendre, donc je t'en veux pas si tu ne comprends pas totalement. Le personnage, donc il passe par St. John's, il y restera 2 saisons. Tu te souviens un peu de son passage à la fac? Ouais, c'est les débuts où moi je suis en centre de formation, donc on lit pas mal d'articles à l'époque sur les joueurs qui vont être draftés. Il fait 2 ans à St. John's et c'est un mec qui, dès son arrivée, fait gagner cette équipe-là. Alors il lui fait pas gagner un titre, mais ils font un Elite 8 la 2e année, donc ce qui est déjà pas mal pour cette fac de New-Yorkais. Chris Mullin, qui est aussi un enfant de New York, est passé par là. Mark Jackson, qui jouera ensuite au Knicks, est aussi passé par là. Donc il aura des bons résultats avec St. John's. Il les amènera pas jusqu'au titre, il fera pas de Final Four non plus, mais en tout cas ils ont des résultats un petit peu au-dessus de ce qu'ils pouvaient avoir les années d'avant. Oui, on voit déjà son potentiel et tous les GM et les scouting reports disent il a un énorme potentiel, mais on a très peur de son caractère. C'est une mèche courte. Ouais, c'est une mèche courte et il va se présenter donc à la draft en 1999. En 1999, la QV elle est quand même sympa. T'as Elton Brand, Steve Francis, Baron Davis, Sean Marion, Lamar Odom, Manu Ginobili et donc Ron Artest qui est sélectionné en 16e position par Chicago. Et ça, déjà, c'est un acte manqué d'être sélectionné un pic après ce New York qui draft Fred Weiss en 15e position. Je pense que sa carrière NBA, elle n'a pas commencé, qu'elle prend déjà un virage. Elle prend un virage. Parce que je reste persuadé, au-delà de toute considération d'avoir choisi Fred Weiss de la part des Knicks, que si les Knicks prennent Ron Artest, qui a une super carrière, on va le voir dans ce double team, sa carrière, c'est pas du tout la même. Je pense que toute l'incompréhension qu'il y aura du côté d'Indiana, qu'il y aura aux Lakers, à Houston, de la part du public, je pense que s'il avait été à New York, lui, l'enfant de New York, passé par St. John's, il aurait eu un amour, finalement, qu'il n'a jamais su vraiment trouver ailleurs dans d'autres franchises. Même si on sait qu'à Indiana, il a été choyé, il a été mis en avant. Quand il va retrouver les Lakers, il va avoir ce rôle-là, mais ça va toujours mal finir et puis il y a toujours une forme d'incompréhension. Je reste persuadé que lui, l'enfant de New York, avec le public du Garden, ses fans des Knicks, l'histoire aurait été différente pour lui. Et on l'a pas précisé, mais la fac de St. John's, c'est la fac de New York, donc c'est vraiment un mec de New York, que ce soit de sa naissance jusqu'à la fac. Il va arriver à Chicago dans l'époque post-Jordan. Il arrive avec le numéro 1 de la draft, Elton Brand. Tu te souviens un peu de cette période post-Michael Jordan? Est-ce que tu te souviens de son apport, son arrivée? C'est de la reconstruction. C'est un rookie qui met une dizaine, un peu plus peut-être, de points par match. Voilà, il répond aux attentes un petit peu qui ont été faites, qui sont autour de lui. Il est drafté 12e, donc il n'y a pas... 16e, pardon. On n'attend pas non plus qu'il soit rookie de l'année. Il fait une saison très correcte dans une équipe qui est en totale reconstruction et qui, tu l'as dit, c'est l'après Michael Jordan, donc c'est le désert du côté de Chicago. Il tourne à 12 points de moyenne sur sa saison rookie. Il termine quand même dans la All Rookie Second Team, donc c'est quand même une grosse saison. Et il y a déjà des anecdotes qui débarquent. Par exemple, il me demande à son coach à l'époque s'il peut boire du Hennessy à la mi-temps. Bon, évidemment, ça lui sera refusé. Et il y a une anecdote complètement folle sur sa saison rookie aussi, c'est quand il débarque en NBA, il découvre les strass et les paillettes et il se dit oulala, mais je vais péter un plomb, moi, je vais pas pouvoir tenir. Alors pour rester les pieds sur terre, il décide de prendre à côté de son contrat NBA un contrat chez un magasin genre Darty. Tu vois, ça s'appelle Circuit City, qui est un magasin d'électronique. Donc à l'époque, tu as un rookie
qui peut te vendre des chaînes IFI. Et il disait, bah oui, moi, ça me permettait d'avoir 50% sur les produits. Bon, finalement, la franchise des Bulls n'avait pas précisé dans le contrat que tu pouvais pas avoir un autre contrat à côté au Black. Donc Pourtant, aux États-Unis, tu peux avoir plusieurs tafs. Hein. Ouais, mais ils vont lui interdire, mais c'est quand même dingue. Elle est magnifique cette anecdote, pas parce que déjà ce truc de je veux pas péter les plombs, que je veux avoir un taf normal, mais c'est voilà qui est Ron Artest, c'est quelqu'un qui, je pense, comme on dit en anglais, overthink à chaque fois. Il est tout, je pense, et ça se voit dans sa manière d'être. C'est quelqu'un qui réfléchit, surréfléchit peut-être un petit peu trop même. Il reste 2 ans et demi du côté de Chicago. T'as un souvenir comme ça qui te vient de cette période Chicago? C'est pas sa plus grande période. Non, c'est pas sa plus grande période. Il lance sa carrière, il montre que c'est déjà un joueur NBA qui est prêt. Mais en tout cas, il a très vite, très tôt dans sa carrière, besoin de rejoindre un projet avec de l'ambition, ce qui n'était pas le cas à Chicago. Et c'est pour ça qu'il va atterrir du côté d'Indiana. Avant Indiana, il va s'entraîner l'été. Et ça, c'est une autre anecdote qui est complètement folle, c'est avec Michael Jordan. Et il y aura aussi LeBron James. Et en fait, ils font des pick-up games tout l'été, où donc est présent, où Ron Artest s'envoie Michael Jordan, et LeBron est là plutôt pour regarder, et il va casser les côtes de Michael Jordan en défendant trop fort sur lui, et Michael Jordan va quand même réussir à mettre le game winner sur sa gueule. Mais c'est une brute épaisse quand même. Quand on dit jouer dur, Ron Artest, c'est vraiment alors on pense souvent aux bad boys de Détroit, mais Ron Artest, je crois qu'il ne sait pas jouer au basket autrement. Ouais. On l'a dit dans le début de l'émission, c'est un mec qui joue dur tout le temps. Alors qui est tout le temps à la limite, qu'il a souvent dépassé, mais c'est un mec qui est pas là pour simplement faire pouce ballon et shooter à 3 points après des step back. Mais ce qui est fou, c'est qu'il raconte l'anecdote, il dit je me souviens pas avoir cassé les côtes de Michael Jordan, mais s'il est aussi bien revenu à Washington, c'est parce qu'il s'est entraîné avec moi tout l'été. donc voilà le personnage que c'est. Pour la période Chicago qui aura duré 2 saisons, c'est pas sa plus grande période, c'est peut-être celle qui arrive après quand il arrive du côté des Pacers à partir de 2002. En fait, ça fait que 2 ans et demi qu'il est dans la ligue. Et directement, très tôt, il va rejoindre un projet ambitieux. Qui est celui des Pacers, qui font, on s'en souvient, finale en 2000, et qui sont dans une reconstruction, qui lancent de nouveaux joueurs. On passe à Jermaine O'Neal notamment. Et ils veulent faire gagner Reggie Miller. Autour de Reggie Miller. Ils veulent faire gagner Reggie Miller. Et ils font appel à ce mec-là. Ouais. Donc, avait déjà montré quand même aussi quelque part des choses pour dire, OK, ce mec-là, ça peut être un ajout pour aller jusqu'au titre. Il arrive sous les ordres d'Isaiah Thomas, qui à l'époque est le coach des Pacers. Larry Bird est encore dans les bureaux. Tu vois, et il dit... Il faut que quelqu'un de très fort pour le gérer. S'il explose, on aura une bombe. Mais si on réussit, c'est un All-Star. 2 ans plus tard, il sera All-Star avec des stats assez exceptionnelles. Il sera Deep Boy la même saison. On se rend compte qu'en fait, au-delà de la brute, c'est un super joueur de basket. C'est un magnifique joueur de basket. C'est un poste 3 un peu à l'ancienne, comme on n'en voit plus trop, mais qui savait tout faire. Un peu brut de déco sur le post-up, mais tellement costaud qu'il arrivait à trouver des paniers faciles. Capable de mettre à 3 points, ça passe en arme première, et puis une énorme activité, beaucoup de rebonds offensifs, et puis cette dureté tout le temps, et puis un défenseur ultime sur les hommes, toujours à se coller les meilleurs scoreurs d'en face. Ron Artest, c'est un magnifique joueur. Il termine donc Deepoy la même saison que All-Star, All Defensive First Team, donc on se rend compte que c'est un joueur d'exception. Le problème, c'est qu'il a encore des problèmes de comportement. On le voit casser une caméra quand il joue au Madison Square Garden. On le voit, je sais pas si tu te souviens de cette image où il gueule contre Pat Riley dans un match du Heat où il pète un plomb. Il est au top de sa carrière et arrive cette bagarre Malice in the Palace du côté de Détroit. Et là, on est tous choqués, mais surtout, lui, ça va lui rester à vie cette image de cette bagarre. On peut raconter la bagarre, déjà toi tu t'en souviens j'imagine. C'est sur fond un peu de revanche des finales de conf de l'année d'avant entre Pacers et Pistons. C'est un match qui est fini. Les Pistons, ils mènent de 15 points à 1 minute de la fin. Ouais, voilà. Les Pacers dominent. Voilà, on est dans le 8e match de la saison pour les Pacers. Ron Artest tourne à plus de 24 points par match. Il fait un début de saison tonitruant. Et donc il y a cette altercation où Ben Wallace va pousser Ron Artest, ça va se chauffer un peu, on va essayer de calmer les esprits, on va voir Ron Artest se faire calmer et aller s'allonger sur la table de Marc, comme s'il avait besoin de souffler, fou. Exactement, il y avait un peu de ça. Et là, il va prendre ce gobelet du public et là, il va vriller complètement. On en a vu, c'est pas la première fois qu'il y a des pumps en NBA. Il y a des images qui tournent. On en a vu des grosses bagarres avec des coups de poing au visage. Il y a eu des choses. La grande différence là, c'est que là, il monte dans le public. Là, il va taper des gens du public qui ont. Il tape la mauvaise personne en plus. Qu'on cherchait. Mais là, il va taper des mecs entre guillemets random. Et là, la différence entre quand la bagarre, après il est amené, en plus il emmène avec lui
C'est ça, il y va pas tout seul. Stephen Jackson, Jermaine O'Neal va sécher aussi des mecs. Donc en fait, il y a tout. C'est quand même fou parce que le début de saison individuel, il est parfait. L'équipe, elle semble rouler sur ce début de saison. Et là, t'as tout le monde qui va vriller en même temps. Mais c'est lui qui va être le déclencheur. Même si pour moi, le vrai déclencheur de la bagarre, c'est Ben Wallace. C'est Ben Wallace qui pousse, qui bouscule le début pour rien. Et c'est vrai que ça va écorcher en tout cas son image. Et pourtant, il n'est pas tout seul dans cette bagarre. Et tu le disais, il y a Stephen Jackson. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'il a fait un podcast avec Reggie Miller il y a pas si longtemps que ça. Et il disait, mais en fait, moi je suis tellement désolé. Il était très ému. Je suis tellement désolé parce que c'était peut-être ta dernière fenêtre pour un titre et on a tout gâché. You don't need to apologize to me. First of all, you young cats. And when I say young, I mean Jamal, Jermaine, Al, yourself, Ron. Those last few years in Indiana, my best years. I didn't have my superpowers, but I felt, and you guys made me feel like I was Superman. We had some dogs, man. Mais c'est vrai que ça a marqué une franchise. En fait, Reggie Miller, il le dit parfaitement bien, c'est que quand il voit la bagarre, il voit les mecs monter dans les tribunes, il dit... Alors, il est horrifié aussi, mais il se dit, ça y est, c'est fini. La saison, elle est finie. Ouais. La saison, elle est finie. Et tu as raison, c'était l'un des derniers runs pour Reggie Miller pour potentiellement aller chercher un titre. Ils avaient été courts la saison d'avant, mais ils repartent fort. Ils viennent taper les Pistons sur ce début de saison. Il y a toutes les planètes semblent alignées. Après une saison, c'était encore long. Elle a été encore longue, la saison, mais là, il sait que c'est fini. Il sait que les mecs vont prendre des suspensions monumentales, des suspensions records. Et ça va être le cas. Et que derrière, finalement, ils n'arriveront plus jamais à s'y remettre. Et Reggie Miller, qui est un gentleman, même si on l'a vu dans se chauffer avec Jordan et tout, c'est pas un mec qui monte c'est pas son monde, celui-là. Et là, il sait, et c'est vrai que quelques années plus tard, quand ils en reparlent, ces jeunes gars de l'époque étaient Stephen Jackson et Reggie Miller et Ron Artest qui s'en excusent parce qu'effectivement ils ont flingué le dernier potentiel run de Reggie Miller pour retrouver les finales. Tu parlais des suspensions qui vont un peu gâcher la saison. Ron Artest il prend une amende record, c'est 86 matchs de suspension, 73 de saison régulière. Il restera jusqu'en 2006 du côté d'Indiana. Finalement, est-ce qu'il y a une autre image que cette bagarre qui reste pour lui? Avec Indiana? Ouais. Non. Ouais. Non, alors après les spécialistes pourront nous dire les amoureux des Pacers, oui il avait fait un match à 32 points, oui d'accord, mais en fait l'image qui reste de lui avec les Pacers, c'est cette bagarre, c'est ce maillot arraché, c'est ses yeux, il y a la photo, c'est ses yeux, mais même ces images, c'est ses yeux injectés de sang d'un mec qui marche comme ça sur le terrain et qui cherche le premier mec à allumer qui passe et qui a un maillot des Pistons, c'est ça, c'est terrible. Parce qu'il a fait des stats, il a fait des saisons pleines là-bas, mais c'est l'image qui reste. Et puis après, il y a son départ aussi, où pour le coup, où il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. Pourquoi lui veut partir? Larry Bird va se sentir trahir. Il y a Jermaine O'Neal va se sentir abandonné, trahir. Ouais, abandonné de la part de Ron Artest. Donc en fait, entre la bagarre et son départ des Pacers, son image, elle est terrible. Ce qui est ouf, c'est que quelques semaines avant la bagarre, il demande à son coach est-ce qu'il peut avoir un mois de vacances. Il dit pour reposer son corps, donc rater le début de saison. Finalement, en fait, la franchise des Pacers va se rendre compte qu'il voulait prendre un mois pour finir de bosser son album de rap et faire la promotion. Ouais. Et finalement, il aura eu toute la saison pour le préparer et pour le sortir. Après cette bagarre, il va quand même en dépression. Et c'est important parce que c'est un des premiers joueurs, aujourd'hui c'est un sujet qui est plus du tout tabou, mais qui parle de santé mentale. Et il dit quand il revient d'Indiana, il est complètement détruit, complètement perdu. Et quand il demande son trade, c'est qu'il peut plus se voir dans cette franchise. Donc c'est aussi intéressant de voir un mec qui a l'air très solide, très stock, bien sûr un peu fou, mais qui se sent surtout incompris. T'en parlais en intro. Je trouve qu'après cette bagarre, en fait, il va rentrer dans un truc où personne ne le comprend. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le protéger là-dessus, et en même temps, c'est tellement compliqué. Il y a sa tête qui tourne en boucle pendant des semaines à la télé, et on le voit allumer des mecs obèses dans les tribunes. Donc voilà, là en fait, tu tapes des civils. Tu vois ce que je veux dire? Tu tapes des civils. Alors, attention, hein, c'était... Et ça a fait changer beaucoup de choses en NBA. Ils ont rajouté de la sécurité. Exactement, mais là, tu tapes des fans venir voir la NBA. Alors, évidemment que la réalité, c'est tout autre. Des mecs qui jettent des gobelets. Ouais. Au bout d'un moment, il y a des conséquences à tout ça, mais la conséquence, ça peut pas être de te faire casser la gueule par deux mecs de 2m02, parce que Stephen Jackson, on l'a croisé aussi, qui ont des mains comme ça. Et les coups sont portés, donc...
et t'as ta tête comme ça, comme si t'étais un criminel. Donc oui, évidemment qu'il a fait une dépression par rapport à ça. Derrière, il va donc demander son trail à Sacramento. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien. L'équipe marche bien, mais lui, il a encore des problèmes hors basket. Il va être accusé de violence conjugale avec sa femme. Il y a même la franchise de Sacramento qui vont lui récupérer ses chiens parce qu'il s'en occupe pas. Et genre, c'est vraiment un danger pour les chiens. Donc, vraiment, il est dans un truc compliqué. Et cette période de Sacramento, je sais pas si tu veux y rester, mais il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est un an avant Houston. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais encore une fois, Ron Artest va maintenir des résultats assez élevés. C'est une fin de cycle un petit peu pour les Kings, après la période Chris Webber, Stojakovic. Eh ben, en fait, il va les amener en play-off. Et après, on sait que les Kings, pendant des années, ne vont pas aller en play-off. Mais c'est la dernière fois où lui les amène en play-off. Et il est très bon, encore une fois. Et donc, c'est aussi ça, Ron Artest, dans une équipe. C'est un mec qui te maintient sur des résultats. Derrière, il va donc débarquer du côté d'Houston. C'est une saison après leur saison folle, là, 2007-2008. D'ailleurs, je crois qu'il y a le documentaire est sur YouTube, trop bien, avec Yao Ming, T-Mac et tout. Mais ce qui reste de cette période, c'est les affrontements avec Kobe. C'est ça qui en ressort surtout. Ben, c'est censé être le Kobe stopper. Ouais. Et les deux, que ce soit en saison régulière et surtout en play-off, vont s'y coller. Et Ron Artest, il adore ça. Il a peur de personne. Et même de Kobe. Et on va aller voir les deux se frotter, se mettre des coups. Kobe va même faire disjoncter Ron Artest dans le match de play-off. Donc c'est la demi-finale de conf. Je crois que c'est le match 1 ou 2 où il lui met un coup de coude au rebond. Et Ron Artest... c'est lui qui va prendre faute offensive au rebond et il va pas s'en remettre. Non. Et tu vois Yao Ming qui essaie de lui parler, tu dis mais là il m'a pris comme ça, c'est pas possible, c'est pas moi. Tu vois là. Et Kobe qui bouge pas, il est comme et là, ça. On est dans il est dans l'injustice, mais c'est pas moi, c'est lui. Et d'un coup il va se coller à Kobe, lui parler, et il va se faire éjecter. Donc c'était ça Ron Artest. Après ce qu'il fait avec Houston en termes de statistiques sur une première saison, associé à Yao Ming, associé à T-Mac, il y avait Sean Battier aussi avec qui il partageait les tâches défensives sur Kobe. Cette équipe elle avait moyen de faire quelque chose aussi de grand. Ils sont tombés sur les Lakers de Kobe, mais Ron Artest, encore une fois, là-dessus, il arrive et il performe. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'embrouille beaucoup avec Kobe et il va le rejoindre la saison suivante. Après, Kobe aime bien faire ça, aime bien récupérer des mecs avec qui s'embrouiller. Il y avait Matt Barnes du côté d'Orlando. Il y a Ron Artest là qui vient remplacer Trevor Ariza qui s'en va. C'est marrant de le voir arriver aux Lakers parce que c'est inattendu et ça va être peut-être la plus belle histoire de sa carrière, les Lakers, finalement. Les Lakers sont champions en titre en 2009 et quand tu es champion, il faut toujours changer un petit... Enfin, toujours changer un petit truc, tu vois, de pas repartir forcément avec les mêmes. Et là, quelque part, ils ont l'opportunité de pouvoir faire Ron Artest et Trevor Ariza, qui avait été très très bon dans son rôle de free and D dans le run de 2009 et qui était bien installé. Ben là, tu prends sur le même poste un mec plus fort. Ouais. Un mec plus fort et t'as raison, il arrive donc du côté des Lakers où il va rester quand même 4 ou 5 ans il me semble. Ouais. Et ça va être la rédemption cette saison 2009-2010 avec ce match 7 des finales, ça va être la rédemption aux yeux du public NBA de Ron Artest. Il choisit le numéro 37, tu sais pourquoi? Ah non, dis-moi. Tu sais pas? C'est en hommage à Michael Jackson. Pour l'album Thriller qui a été resté 37 semaines numéro 1. C'est Ron Artest, ça. C'est quand même, tu vois, quand je te dis qu'il overthink tout, il va chercher des trucs. Il va chercher plus loin que Evan et son 9-3 sur le maillot. Il arrive en 2009-2010, il gagne directement. Surtout, lui, il est dans le 5. Et il y a peut-être le meilleur match de sa carrière, en tout cas qui nous reste le plus, c'est son match 7 où il met 20 points. Alors, il est titulaire partout où il passe, quasiment, sauf après les Lakers, où là, bon, il est sur une fin de carrière, mais il sera titulaire quasiment tout le temps, partout où il va passer. Bah oui, ce match 7, en fait, c'est le match de sa vie, c'est le match de sa carrière. C'est un match de muerte contre les Celtics. C'est vraiment, je me le suis rematé hier soir, tu vois, avant de faire l'émission. C'est un match une guerre de tranchées incroyable. Les Lakers, ils sont pas bien. Kobe, il est pas très bien. Et Ron Artest va sortir un match dans un match où il n'y a aucune équipe qui va dépasser les 100 points. Ouais. Eh bien, il va mettre 20 points, 5 interceptions et surtout il va mettre ce dagger à 3 points à 45 sur une passe de Kobe où il y a toute la défense des Celtics qui est en net dans la raquette pour fermer et lui il est ouvert, il va mettre ce tir à 3 points, ça sera son deuxième tir du match à 3 points, mais surtout ça va être le dernier panier des Lakers dans le jeu. Après il y aura que les lancers de Kobe, les lancers de Vucevic, de Vujacic pardon, et c'est lui qui met quelque part le dernier panier de ces finales pour les Lakers dans le jeu. Et alors c'est pas Kyrie Irving face aux Warriors, mais c'est un tir importantissime, c'est un tir iconique des finales et c'est un tir qui va le remettre du bon côté
pour la NBA. En fait, il fait gagner une équipe et quand tu es aussi fort, tu as beaucoup de joueurs qui repartent sans titre, hein, mais c'était important pour lui et pour l'image qu'il avait qui était beaucoup trop mauvaise par rapport aux joueurs qu'il était de gagner ce titre. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'il gagne le titre, la première personne qu'il remercie, c'est son psy. Parce qu'il dit en fait grâce à elle, grâce à sa psy, eh bien enfin quelqu'un m'a compris et moi j'ai pu me retrouver. Et c'est vrai qu'on le sent retrouver du côté des Lakers. Il va avoir ce changement de nom qui va arriver 2 ans plus tard où il va devenir Meta World Peace. Meta qui veut dire bienveillance et World Peace, la paix mondiale. Mais c'est un mec, tu sens qu'il fait ce chemin de la rédemption lui-même avant même le terrain dans sa tête. Mais oui, et puis il a l'honnêteté intellectuelle de se dire faut que j'aille voir une psy, il faut que je me fasse suivre. On le dit, il arrive des quartiers de New York. C'est un mec qui est aussi un brillant à l'école, qui est un mathématicien, qui est dans des chiffres, qui doit réfléchir, mais qu'en même temps est un sportif de très haut niveau, où son style, il est brutal, voire des fois trop brutal. Donc il y a tellement de chances qui se mélangent chez ce mec-là que évidemment tu as besoin d'avoir l'aide d'un professionnel. Et je trouve que le fait qu'il dise ça, qu'il remercie sa psy, ça montre le chemin que ce mec-là a dû parcourir. Ça a dû être un travail qui a duré pendant de longues années. Ah, ça a dû être des séances compliquées. Ah ouais, c'est passionnant pour la psy, j'imagine. Passionnant. Il t'a une image, toi, qui te vient de cette période Lakers. Moi, j'ai ce coup de coude sur James Harden. Évidemment, quand il jouait au KC en 2012, qui est d'une violence et d'une gratuité presque significative et qui représente tellement bien le personnage aussi que peut être Ron Artest. T'as autre chose, toi ? Moi, c'est le tir, hein, vraiment, Ron Artest sur ce match-là en 2010. Après ce coup de coude de James Harden, je m'en souviens parfaitement. C'était en prime time un dimanche. Et en fait, il marque un panier, je crois, après un rebond offensif. Il lève la main, il veut célébrer. Et moi, on en a souvent parlé et analysé ce coup de coude. C'est pas là, il regarde pas Harden pour dire je vais te mettre un coup de coude. Il est en transe. Ouais. On a l'impression qu'il est en transe. Et il sent quelqu'un autour de lui. Et son réflexe, c'est là qu'on voit que c'est un mec violent quand même, et c'est que son réflexe, violent sur le terrain, et son réflexe, c'est bam, c'est de mettre un coup. Tu vois, parce que si on regarde les images, il le regarde pas, Harden, il le vise pas. Ça aurait pu être n'importe qui, j'ai l'impression. Même un coéquipier, il aurait fait le même geste. Mais après, l'image, elle est violente. En plus, elle tourne en boucle avec les ralentis. On voit le visage d'Harden complètement se déformer sur l'impact du violence. Coup de coude. Et derrière, souviens-toi, il y a Ibaka qui vient le défendre et il met les poings. Il vient de faire un geste, il dit pas « Ouais, excuse-moi, ah non, désolé, j'ai pété les plombs ». Il y a Ibaka qui vient, il ferme les poings. Et là, je dis « Oula, si les deux ils se battent, c'est Star Wars en live ». Et finalement, les gens se séparent, mais il a basculé. Il est plus sur un terrain de basket, il est dans « Vas-y, on se la met ». Tu vois, c'est là où il arrive à être inarrêtable. C'est là où on se dit, mais en fait, il est dans un monde à part. Ouais, il aura toujours des failles où il tombera dedans. Il y a pas mal d'anecdotes autour de son passage aux Lakers. Il y a évidemment quand il vient l'émission de Jimmy Kimmel en caleçon. Il y a aussi quand il joue au KC au premier tour des playoffs et qu'il est tout seul à vouloir aller dans un hôtel. Tout le monde sait qu'il est hanté. Donc les joueurs ne veulent pas y aller. Lui, il y va. Et le lendemain, il veut porter plainte contre un fantôme qui lui a touché les coronets. Voilà, c'est un personnage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a moyen de faire un film sur lui. Ah bah tu sais, on parle beaucoup de Dennis Rodman et de sa folie. On pourrait faire un double team sur lui, ça c'est sûr. Ouais, mais je pense que Ron Artest, c'est un mec aussi qui était un personnage à part. Alors lui, il y a rajouté par rapport à Rodman qui jouait dur, mais Rodman, il s'était un peu battu. Artest, il remet une violence quasiment unique pour moi en NBA. Mais les deux sont assez proches. Hein. Pour toi, son passage aux Lakers, c'est le plus marquant de sa carrière ? Oui, parce qu'il y a un titre. Il y a un titre, il y a un rôle majeur. Et il y a ce tir-là, quand même, qui est iconique. Ok. Il va aussi passer par New York. Et là, on parlait d'un premier acte manqué quand il n'est pas drafté par New York et qu'il est drafté par Chicago. Là, son passage, toi, fan des Knicks, t'en attendais peut-être beaucoup d'autres choses. Pour moi, à partir du moment où il part des Lakers, déjà sur la fin des Lakers, c'est très dur. Il est vraiment sur la jante, il arrive aux Knicks. C'est même dommage, en fait, qu'il soit passé aux Knicks dans cet état-là. Si tard, ouais. Ça aurait été mieux qu'il n'y vienne pas, finalement. Donc là, de toute façon, après les Lakers, sur le côté basket, il n'y a plus grand-chose à dire sur Ron Artest. Il est clairement sur la jante. C'est quand même alors, il joue dur, mais c'est un mec qui défend tous les soirs sur les meilleurs scoreurs. À mon avis, le corps... il a laissé de la gomme sur les parquets et après déjà la dernière saison Lakers c'est très compliqué. Après bon, on sent que ça va. Bah oui, parce qu'il va au Knicks une saison, après il va aller en Chine, il va jouer un peu en Italie aussi il me semble, et il va revenir du côté des Lakers en 2015. Et là pour le coup c'est un projet très ambitieux. C'est quand il faut revenir Steve Nash, qu'il faut revenir Dwight Howard. Et d'ailleurs il nous en avait parlé dans le documentaire des Lakers et il disait que c'était une grosse déception. Just trying to get something done and not being able to get it done and feeling like I let Kobe down and then going to Kobe and just saying, my bad. Knowing Kobe is upset
if a job is not completed, if a task is not completed, whether it's getting a stop, getting a block, getting a big rebound. And the best feeling is when you are successful and Kobe's proud of you. That's a really good feeling. Ça m'avait marqué ce qu'il avait dit parce que c'est ce truc de dire en fait on a déçu Kobe et décevoir Kobe c'est un feeling affreux. Comme si c'était vraiment le guide, le patron de tout, ce qui était Kobe d'ailleurs, hein, mais je trouve que ce moment-là, quand il nous l'avait confié, tu sentais, et pourtant quand il était à Houston, il se fritait les deux, mais que quelque part, tu vois, on dit que le passage le plus marquant de sa carrière, c'est avec les Lakers, c'est avec ce tir-là, mais quelque part, Kobe, il a fait ce truc-là de tirer les gens vers le haut, et quand après, il monte cette équipe de mutants, où tout le monde les annonce certainement trop tôt, déjà champion NBA, ben, ils le déçoivent, Kobe, et lui, tu vois, il est tellement entier aussi, qu'il le prend personnellement. Il le prend personnellement et ce sera la fin de sa carrière. Il s'arrêtera là-dessus après son passage aux Lakers. Comme pour KD, je te pose des questions et tu réponds rapidement. Pour toi, son meilleur match, tu l'as déjà dit. Oui, match 7, mettre 20 points avec un tir comme ça. On sait que les matchs 7 en playoff, c'est un autre sport, encore plus en finale, dans l'un des matchs les plus à couper le souffle de l'histoire des finales NBA. Donc clairement, il n'y a pas débat pour moi. Ton pire souvenir de lui? Non, j'ai pas de pire souvenir. Non. Il y a évidemment cette bagarre qui est un changement de carrière avec lui. Moi, mon pire souvenir, en fait, c'est quand les Knicks ne le prennent pas à la draft, en fait. Tu l'associes à quel joueur en premier? J'ai envie de dire, j'aimerais bien dire Kobe, mais j'aime bien l'associer aussi à Jermaine O'Neal et à Stephen Jackson parce que cette équipe, elle était cool des Pacers. À quel coach? C'est dur, hein. Phil Jackson, parce que Zen Master, parce que avec Isaiah Thomas, finalement, j'ai pas non plus l'impression qu'ils ont eu un vrai truc. Il a beaucoup aimé Rick Adelman du côté des Kings, avec qui il était prêt à lâcher son salaire pour que ça rende quand Rick Adelman négociait avec les Kings. Ça n'aura pas suffi à faire rester Rick Adelman, mais Phil Jackson. Si tu dois prendre un maillot de Ron Artest, c'est chez quelle franchise? Les Pacers. Les Pacers. Et j'avais noté qu'il avait gagné 77 millions de dollars en carrière, alors qu'il a joué plus d'une quinzaine d'années. On a fait KD, il a gagné 501 millions. Bon, c'est le deuxième all-time, mais c'est ouf et ça montre aussi à quel point le basket a changé. Il va quand même, il gagne un titre, ce sera jamais le GOAT, c'est même pas une question, mais quelle trace il va laisser dans l'histoire, ce mec-là? Moi, j'aime à dire que c'est certainement c'est un joueur unique. Par sa manière de faire, par sa manière de penser, par cette bagarre monumentale, par ce tir qu'il a mis en finale en 2010. C'est peut-être l'un des joueurs les plus ghettos de l'histoire de la NBA. Voilà. Ouais, ce sera peut-être le titre, hein, d'ailleurs. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va pas laisser une trace à l'image du très bon basketteur qu'il était. Ouais, et c'est important de faire des vidéos comme ça pour montrer aux gens qui peut-être ont vu que des highlights aussi de Ron Artest, et c'est peut-être ça, hein, la nouvelle génération. Moi, je l'ai très peu vu jouer aussi, hein, Ron Artest. C'est quand même important de savoir que ça a été un énorme joueur de basket, et parfois c'est... On est à 18, 20 points par match. Je te dis, l'année où l'année de la bagarre, il y a eu 7 matchs avant cette bagarre. Et il tourne à 24,4 points par match sur les 8 premiers matchs de la saison. Sacré joueur. Voilà, en tout cas, on a fait le tour de la carrière de Ron Artest dans ce nouveau Double Team. N'hésitez pas à dire en commentaire votre souvenir le plus marquant. Et si vous voulez voir un joueur dont on parle dans cette émission. Merci, Merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être. J'espère. On va peut-être faire tourner un peu les gens sur cette chaise. Il en faut. On a des bons aussi. Parce qu'il y en a qui veulent parler de joueurs en particulier. Allez, ciao tout le monde et bon été.